Salut Ludo. Cher Chris, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Je suis ravi de te voir. Bah ouais, ça fait longtemps, on s'est plus vu C'est depuis le vrai, 360. 60, ouais, effectivement, mais sache que je te suis et tu me régales chaque semaine, à chaque fois. Je suis un de tes aficionados, de tes analyses et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai proposé ce débat, mais vu ta dernière vidéo, finalement, je pensais apporter un apport pédagogique, un apport technique, mais finalement, tu as tout dit, donc Ah, je peux, comment dire, apporter un peu plus d'expérience au sein de la cage à ce moment-là, de vous dire que moi j'ai passé mes diplômes à l'IMAF en tant que juge avec Marc Godard, vous expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel est fait le règlement des Unified Rules depuis ce temps-là. Mais tu as tellement bien interprété, tellement bien analysé qu'à la finale, ce que je pensais justement pouvoir t'apporter comme expertise, à la finale, tu n'as même plus besoin de moi. Donc, je suis là parce que je suis gourmand de ta présence, en fait. moi, honnêtement, je pensais que j'allais établir une base et qu'on allait pouvoir construire dessus parce que si je comprends bien, la plupart des juges et notamment Marc Godard le dit souvent, c'est qu'après chacun des événements, il y a des discussions entre eux pour faire avancer les choses, pour avoir des outils de réflexion pour développer un système qui soit le plus juste par rapport au sport. Alors moi, ce que je propose, c'est que avant qu'on commence, on se présente mutuellement, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont voir ça, qui soit ne me connaissent pas moi et te connaissent toi, soit l'inverse, soit ne nous connaissent Je ni l'un ni l'autre. Donc, je t'invite à te présenter comme ça, les gens puissent, cadeau. voilà, te connaître, et puis je vais faire de même de mon côté. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, honneur à Chris. Ah bah ok, je vais commencer. Alors moi, si je dois me définir, je me définirais plutôt comme un couteau suisse mais belge du MMA en Belgique. Donc j'ai porté plusieurs casquettes. Je suis notamment plutôt connu comme étant le coach des Red Kings, qui a notamment Donovan Desmaé qui a passé 4 ans au Cage Warriors, et Brian Boulan qui a également passé, enfin qui passe encore 4 années au Cage Warriors et qui est encore sous contrat. Donc voilà, j'ai plutôt me présenter comme ça pour aujourd'hui, parce que je pense que c'est un élément important de savoir que je suis coach MMA depuis un certain temps et qu'au final, c'est seulement dimanche d'il y a 9 jours que j'ai réellement appris les règles de comment on juge un combat de MMA. Oui, alors je trouve que ta présentation, elle est sobre, elle est remplie d'humilité. C'est bien dommage. S'il y a des gens, à moi en tout cas, qui ne te connaissent pas et qui viennent sur le live parce qu'ils ont vu Shadow comment dire, en On a story, alors puisque tu fais la sobre, moi je vais vous dire quel est le regard que moi j'ai sur Chris Genach. Donc, Chris, seulement c'est un coach émérite qui a prouvé, comment dire, par son école, la Red Kings, qui coach et qui entraîne notamment comment dire, de brillants athlètes qui vient de citer. Et à tel point que moi, lorsque je suis venu même dans son organisation, la 360, parce qu'il a aussi la casquette d'organisateur, et il nous avait fait l'honneur de nous inviter, et j'étais parti, moi, comment dire, participer avec un de mes athlètes à l'époque quand j'étais à la Free Fight Academy, Cosmin Toutou, et nous avons tout de suite vu à quel point le coaching de Chris et le talent de ses athlètes avaient fait fond fureur, parce que tout simplement nous avions perdu, et de mémoire c'était au deuxième round par guillotine. C'est bien ça, totalement. Mais Voilà. si ce serait un combat intéressant à revoir maintenant et après avoir eu cette discussion, parce que Donovan c'était un combat très serré jusqu'à la guillotine. Il a vraiment chopé une opportunité et le combat pouvait aller d'un côté comme de l'autre. En, en tout cas, moi, ce soir-là, j'ai vraiment réussi à voir ton travail en action. Mais là où j'ai été encore plus impressionné, c'est quand tu as continué à avoir des résultats avec d'autres types d'athlètes, notamment une jeune fille qui était partie au TKO derrière Maggie et qui avait réussi à battre la fille que nous, on n'avait pas battue. Donc, je me suis dit, finalement, je porte bien mon nom, je m'appelle Shadow, je crois que je dois être dans l'ombre de Chris, quoi. Et c'est vrai, on avait voulu organiser ça au Canada, un Maggie contre Grit. Ça ne s'était malheureusement pas fait, mais voilà.
C'est ça. Et au-delà de ça, et je vais terminer puisque tu ne veux pas continuer là-dessus, moi je vais continuer ta présentation. Euh, ce que moi j'aime avec Chris Gainage, c'est que c'est un passionné. Et surtout, aujourd'hui, je peux le dire, dans la communauté francophone, nous les Français en tout cas, nous sommes tellement friands de tes posts, de tes commentaires et de tes vidéos YouTube dans lesquelles tu fais des analyses pointues, très très pointues, des combats sur les UFC, mais pas que. Et ce qui est intéressant, c'est que tu te présentes comme quelqu'un qui est toujours pondéré, mesuré, très prudent dans tes propos, avec une grande sagesse et toujours avec bienveillance et avec la volonté de faire comprendre aux autres ce que peut être le MMA. Donc voilà, et c'est pour ça que, effectivement, vu que lorsque j'ai vu ton post sur notre communauté, tu sais que tu fais du MMA camp sur Facebook, euh, je n'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je propose de débattre, mais je l'ai fait parce que tu as j'ai une grande estime pour toi et tu as une grande valeur d'expertise à mes yeux. Et si je t'ai proposé ça, c'était pour faire finalement un débat où je t'expliquais, mais comme je te l'ai dit en amont, finalement, maintenant, tu as tout expliqué avec ta dernière vidéo et tu le dis toi-même, tu as appris ça il y a 9, 10 jours parce que tu t'es Mhm. penché sur la question. Et moi, en fait, je t'avais proposé ça pour venir t'apporter ce que tu as découvert par toi-même. Donc, à la finale, je suis venu quand même parce que comme je t'ai dit, j'ai été gourmand de ta présence. Donc voilà, je suis là. Mais si tu es d'accord, je peux t'apporter quelques nuances. Et ces nuances-là, en fait, elles transparaîtront sur mon jugement que j'aurais pu faire si j'avais été juge au Cage Warrior, notamment dans le combat de Morgan Charrière avec Jordan Vucevic. Voilà. Tout à fait. Mais écoute, je pense que ça va être une très chouette discussion à avoir et on va de toute façon repasser en revue un peu les critères pour établir la base pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Et après, on va pouvoir débattre de ce combat et puis répondre aux questions de ceux qui sont en live. Maintenant, tout d'abord, un tout grand merci pour la façon dont tu m'as présenté. C'est ultra, bah, je suis touché et c'est ultra apprécié. Et alors, on peut aussi bah, maintenant te présenter toi, parce qu'on a parlé que de moi pour le moment. Avec plaisir. Donc moi, comment dire, j'ai commencé le MMA dans un club qui s'appelle Haute Tension en France, qui était un club de Jean-Marie Mercier. C'était un petit peu, je dirais, l'ancêtre du hobby fight actuel. C'est-à-dire que les élèves Abdel et comment dire, on fait hobby fight, mais haute tension, c'était là où ça a été généré dans les années 90, notamment des champions que vous connaissez peut-être dans le milieu francophone, comme Cyril Diabaté, Bien sûr. euh, voilà, Patrick Vallée, Carla Moussou, Christophe Chapuis et bien d'autres, Jean-François Lenoc. Bon, bref, des combattants. Voilà, j'ai eu la chance de commencer le MMA dans ce club-là. Et ensuite, vu que j'ai perdu mon combat au sol, j'ai arrêté le MMA et je me suis lancé dans le sol. Donc, je me suis destiné à une carrière de compétition qui était totalement médiocre. J'étais un compétiteur très médiocre. Donc, du coup, je n'ai pas été connu par rapport à mes talents de compétiteur, mais j'ai été connu par rapport au fait que je me suis investi dans l'entraînement d'athlètes et aussi justement dans le côté arbitrage. Donc, j'ai été entraîneur de l'équipe de France amateur, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Ludo Boulevin et Salvatore Liga là-bas, à Oui. Vegas en 2014. J'ai fait ça aussi la 2015. Euh, Ensuite, j'ai été coach de la Free Fight Academy. J'ai été coach dans différentes à la Ratch Academy aussi, mais pas la Ratch Academy mère, mais après. Voilà, j'ai eu un parcours d'entraîneur classique. Et je me suis aussi, comment dire, retourné vers l'arbitrage où j'ai été formé donc par Marc Godard pour devenir juge officiel à l'IMAF. Et au sein de la France, j'ai eu plusieurs responsabilités fédérales, que ce soit dans le monde du grappling, dans le monde du pancrace, parce qu'en France, le MMA à la française, c'était le pancrace, c'est-à-dire le MMA sans les frappes au sol. C'est ça. Et j'ai eu plusieurs casquettes comme toi, surtout en termes de structuration de formateur, formateur d'entraîneur, formateur de juge-arbitre, et aussi, comment dire, voilà, on peut résumer les choses comme ça, mais
je n'ai pas la prétention d'être aussi haut que toi. Ouais, écoute, moi je me souviens quand j'avais coaché contre toi, ça m'ennuyait parce que je trouvais que tu avais des super bonnes capacités de coach, surtout pour le pied-point. Et clairement, à cette époque-là, c'était un réel challenge de s'affronter en tant que coach. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Et puis après, bah, j'ai eu la chance de venir souvent en Belgique, puisqu'aujourd'hui, trois de mes proches, trois athlètes avec qui je me suis entraîné ou que j'ai préparé, ont la ceinture du beatdown. Donc Ah ben voilà, les j'ai, résultats parlent d'eux-mêmes. j'ai un amour particulier pour la Belgique. Et c'est pour ça que voilà, je viens, je t'ai proposé ça. Et voilà. Et pour ma présentation, ça suffit. Je ne suis pas grand-chose, moi. Je suis shadow, c'est-à-dire je suis l'ombre de quelque chose, c'est tout. En parlant d'humilité, tu l'es tout autant. Maintenant, c'est très chouette de t'avoir et franchement, je suis honoré que tu dises que tu fais pas des lives généralement et que c'est ton premier et que tu aies choisi cette plateforme pour le faire. Donc, c'est vraiment génial. Alors, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet et ce que je propose, c'est qu'on commence par le factuel et puis on part sur le plus subjectif. Donc le factuel, donc on va commencer par, tu as suivi les formations de Marc Godard pour être juge IMMAF. Parle-nous d'abord de ce process. Donc pour quelqu'un qui voudrait s'investir là-dedans, devenir juge, quelle est la procédure à suivre? Alors, aujourd'hui, pour être juge à l'IMMF au niveau international, il faut déjà être juge et officiel au sein de sa fédération nationale. Donc, de mémoire, j'avais rencontré quelqu'un que vous connaissez très bien qui s'appelle Alex du Jiu-Jitsu brésilien et Alex Van, je me rappelle. Axel Van Kimenade. Voilà, voilà, voilà. Donc, avec lui, en 2014, nous sommes partis à Berlin et nous avons été formés. Et en fait, ce qu'il faut, avant toute chose, c'est d'être déjà recommandé, coopté et d'avoir déjà une expérience au sein de sa nation sur des compétitions fédérales ou des galas professionnels. Mais d'ailleurs, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup en Belgique qui n'existe pas en France, c'est le côté aussi semi-professionnel. J'avais découvert ça aussi avec le Shooto et avec ton organisation. Et donc, quand tu as l'habitude ou que tu es sollicité, que tu as une expérience au sein de ce cursus, je dirais, de ce parcours compétitif, tu peux être coopté, recommandé par ta fédération et envoyé à l'IMMAF. Quand tu arrives à l'IMMAF, tu rejoins des personnes du monde entier. Alors, Mhm. c'est quand même sectorisé, hein. L'Europe, même si cette fois-là, il y avait tout le monde, mais c'est généralement sectorisé, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie, le côté américain, c'est quand même sectorisé. Mais il se trouve que comme nous, on était la première édition de juge-arbitre, du coup, on avait même des Brésiliens, on avait même un New-Zélandais, Sud-Africains, Libanais, on avait tout le monde. Et en fait, très rapidement, en fait, on explique ce que tu vas expliquer là, ce qu'on appelle les Unified Rules, et tu découpes les Unified Rules. Et quand tu les découpes, alors après, moi, j'ai un niveau d'anglais qui est moins important que le tien. Donc, grâce à toi, maintenant, j'apprends même des termes, hein, les boxing range, les kickboxing range, les wrestling range. Ça, j'apprends ça grâce à toi, c'est magnifique. Mais quand je suis allé là-bas, je ne maîtrisais pas très, très bien l'anglais. Mais par contre, j'avais une bonne connaissance de ce que c'était le MMA dans la cage. Puisque même si on faisait du MMA à la française, malgré tout, Mhm. on connaissait tout ça. Et très rapidement, le process, c'est de découper les Unified Rules. Et quand tu Ok. découpes les Unified Rules, tu les découpes, on te forme là-dessus, on met l'accent sur ce qui est important et surtout, on construit ta logique. Parce que Ok. enfin, tu as découvert la logique de comment a été écrit les Unified Rules, c'est-à-dire le règlement qui est carrément pris par toutes les plus grandes organisations. L'état d'esprit, parce que si tu comprends l'état d'esprit, si tu comprends la mentalité des Unified Rules, tu vas comprendre pourquoi on met l'accent sur le jugement sur telle chose et telle chose. Et tu as très bien perçu certaines subtilités. D'accord. Tu as fait ça, en fait, ensuite, tu fais ce qu'on appelle des études vidéo, où là, en fait, tu es mis en situation et tu juges. Ok. Bon, je parle pour le juge, hein, je ne parle pas pour l'arbitre, parce qu'après, il y a des mises en situation pour l'arbitrage, où là, carrément, tu fais des simulations de combat et toi, tu te comportes comme arbitre. Là, on va s'arrêter, si tu veux bien, à l'aspect juge, puisque c'est qui nous intéresse ce soir, c'est le règlement, comment on juge. C'est là où il y a débat pour le moment, tout à fait. Exactement. Donc,
pour l'arbitrage, on met ça de côté. Et donc, tu juges les vidéos. Et donc, il nous avait donné plein de combats serrés, controversés, où ça avait été litigieux à l'UFC. Et nous, on avait dû faire des feuilles de pointage et donc estimer. Et lui, Marc, nous dirigeait. Et après, il faisait ce qu'on appelle des feedbacks par rapport à ça. Une fois qu'on avait ça, ensuite, il a vraiment insisté sur comment remplir la feuille. D'accord. Voilà. Et une fois on avait fait, comment dire, compris l'état d'esprit, décortiqué le règlement et fait des mises en situation, en fonction de comment, effectivement, si c'était logique, si c'était pertinent, après, ben, ton process allait jusqu'au bout et en fait, tu validais ou tu ne validais pas ton diplôme et ta certification de juge. Et certains étaient même certifiés que juges, d'autres juges arbitres. D'accord. Ouais, Voilà. c'est une question qui allait venir dans le live, autant en parler maintenant, parce que moi j'ai l'impression que c'est fort scindé, que soit on est juge, soit on est arbitre, on va jamais voir un Marc Godard juger ou un Herb Dean juger, même s'ils ont les connaissances pour, j'imagine. C'est un peu, étant donné que ça demande une réelle expertise, j'ai l'impression qu'on doit choisir un chemin et se concentrer à 100% dessus. Alors, là où tu as raison, c'est que quand tu commences, tu n'as pas le choix. De toute façon, ta certification, ton diplôme, elle fait partie de ces deux composantes, juge, arbitre. Et par exemple, en France, nous avons aussi donc la FMMAF, Mhm. comment dire, la fédération de MMA française. Euh, elle a même rejoint ce qu'on appelle le délégué officiel, le superviseur, celui qui est le patron en fait, c'est le mandataire de la fédération, c'est le délégué officiel de la fédération, c'est l'autorité, celle qui fait que par exemple, même si par exemple demain le Bellator vient ou l'UFC vient, on peut dire sur le sol français pour telle raison, d'après les critères, attention, faites bien ci, faites bien ça, etc., etc. Donc, il y a ça. Et en fait, la formation, tu n'as pas le choix. Elle fait partie du délégué officiel, arbitre, juge. En revanche, il est vrai, tu as raison, que même si on fait ça sur les compétitions fédérales, il y a quand même malgré tout, en fonction de l'importance et la conséquence de ta position, il y a des priorités. Et effectivement, on rentre souvent sous l'aspect, quand tu n'as pas d'expérience, de scorekeeper, timekeeper, Oui. pit, comment on dit, pit, les gardiens, vous savez, Ouais. euh, les inspecteurs. Ça veut dire que tu commences comme ça, en fait, tu vois, tu commences comme ça pour prendre un petit peu, pour t'imprégner du contexte, de l'enjeu, pour t'imprégner de ça. Une fois que tu maîtrises à peu près, parce qu'il n'y a pas de grande compétence à avoir, tu commences à faire ce qui est très important parce que ça peut mettre des carrières en jeu. Hein, et là, on le voit avec Donovan, on le voit avec Morgan. Tu passes Totalement. au début, tu passes en doublette. On appelle ça, tu passes en shadow. Justement. Quand tu passes en doublette, et comment dire, quand tu passes en doublette, tu commences à être avec les juges les plus expérimentés et tu essayes de mettre en pratique de manière virtuelle ce que tu vois, d'accord? Mais tu n'as pas de conséquences parce qu'il y a il y a un juge vraiment officiel qui est là et toi, tu es juste en doublon. Et quand on voit que effectivement tes jugements sont validés, Correct. sont corrects, etc. Là, on commence à te mettre sur des comment dire, des combats qui, pardonnez-moi pour les combattants, mais qui n'ont pas grande importance immédiate. Tu vois, c'est des pro Ouais. débuts, c'est pas non plus des combats à gros enjeux. Et donc, tu commences comme ça. Et plus tu prends de l'expérience comme ça, donc c'est tout un cheminement qui fait qu'à un moment donné, tu vas juger les gros combats. Et Mhm. tu commences à t'essayer sur l'intérieur de la cage, sur des combats pareils, où l'enjeu n'est pas extraordinaire. Sans vouloir manquer de respect à aucun combattant, je dis ça. Hein. Je ne veux pas que les gens se sentent. Euh, Non, non, visé, mais c'est clair que de toute façon, on est, entre guillemets, on est obligé, quand il y a un arbitre ou un juge qui fait ses premiers pas, ça me semble logique qu'on ne peut pas le mettre en main event à l'UFC et qu'on doit le mettre sur un événement local. Alors effectivement, peut-être que sur l'événement local, il y a quelqu'un qui a misé beaucoup sur son combat, mais voilà, la probabilité est plus faible que quelqu'un joue toute la suite de sa carrière à son premier combat pro par rapport à quelqu'un qui combat pour la ceinture du Cage Warriors, pour prendre un exemple d'actualité. Les enjeux ne sont pas les mêmes et donc c'est logique que quand on fait les premiers pas, ben, on soit à un niveau plus régional et plus local et sur les bas de cartes. voilà. Bon, et si tu veux, le process se fait comme ça. Et plus tu prends de l'expérience et plus tu as témoigné de ta qualité
excuse-moi, tu as témoigné de ta qualité sur les combats, plus en fait, après, on va te donner des responsabilités. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a deux choses différentes. Et ce que j'ai aimé, c'est que la dernière fois, et ça, excuse-moi de vouloir introduire ça maintenant tout de suite, parce que, à mon sens, ça va vite couper le pied. Il faut savoir que les fédérations, elles s'engagent vis-à-vis des événements qui sont locaux, c'est-à-dire les galas. Un 360 organisations fait appel à la Fédé belge pardon, de MMA. La Fédé belge de MMA mandate ses officiels, délivre ses officiels et comment dire, la fédération est encadrée sous l'autorité de la fédération. Voilà. Pour les événements privés qui sont en fait non pas dépendants du sport, mais dépendants du show, de l'entertainment, comme le Cage Warrior, comme le Bellator, comme le ONE FC, comme l'UFC, comme le KSW, comme le FEN, comme le M1, comme le Brave, comme ce que tu. Même UAE Warrior. Ce n'est pas la fédération qui. Certains oui, et certains non. Ils font appel des commissions de professionnels. C'est pourquoi, souvent, il s'avère que les mêmes professionnels des arbitres, dont c'est quasiment le métier, se trouvent aussi. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas juger, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas juger, mais ils gagnent de l'argent pour aller au milieu de la cage et prendre ces responsabilités qui ont tellement d'impact au niveau médiatique, au niveau sportif, au niveau économique. C'est pour ça que vous avez des gens comme Herb Dean, comme Mark Goddard, comme John McCarthy, comme Leon Clark, et c'est pour ça qu'il y a des gens comme Steve Managati, ou j'ai oublié le japonais qu'on voit plus loin. Mario Yamazaki. Mario, que j'ai eu la chance de croiser à Vegas et que j'adore, et qui d'ailleurs était le délégué officiel pour ses premiers. C'est pour ça que parfois, eux se trouvent au trop. On a un Français qui est au ONE FC qui s'appelle Olivier Coste. Mais il faut bien comprendre que tout le monde ne dépend pas de la fédération et ces shows-là, ces organisations-là ne font pas toujours appel à la fédération ou ne feront jamais appel à la fédération. Elles sont obligées de travailler avec la fédération de tutelle en disant nous venons avec notre staff. Notre staff, le voilà. Et nous, l'UFC, le Cage Warrior, on fait appel à telle commission athlétique, on fait appel à telle chose. Et c'est eux qu'on paye pour venir fournir des professionnels. Donc, pourquoi je dis ça? Et excuse-moi de parler, de prendre de la place dans notre débat, et je m'excuse après, mais c'est pour ça que tu es invité. Je n'ai pas apprécié, même si j'ai vu des personnes dont j'adore la personnalité, je n'ai pas apprécié qu'on s'en prenne au Cage Warrior. Pourquoi? Parce qu'on a attribué au Cage Warrior des jugements qui ne dépendent pas d'eux. Totalement. Ça veut dire que certains se sont même abaissés ou se sont laissés aller à insulter le Cage Warriors, alors qu'ils ne sont pas du tout responsables du jugement. C'est ce que j'avais dit dans ma première vidéo. Hein. J'avais attaqué un peu ces attitudes d'avoir attaqué le Cage Warriors, voire même Vucenic, qui ont rien à voir. Vucenic est venu pour combattre et lui, il a fait son taf. Et le Cage Warriors, et moi c'est l'anecdote que j'ai, et c'est vrai, après le main event, après la défaite de Morgan, je suis retourné aux côtés de la cage parce que j'avais oublié le t-shirt de Brian et on en avait besoin parce qu'il y avait les sponsors dessus. Enfin, peu importe, je vais aller le retrouver. Et en allant, j'ai vu Graham Boylan, donc le président du Cage Warriors, qui se prenait littéralement la tête avec les juges parce que il n'était pas d'accord lui-même avec la décision, d'un côté. Et de deux, je tiens à le rappeler parce que tout le monde disait oui, ils ont voulu faire monter leur poulain anglais, etc. Il y avait plus d'intérêt pour le Cage Warriors que Morgan gagne parce qu'il a plus de 100 000 followers, alors que Vucenic, il est à, je sais pas, 7 000 ou peu importe, mais je pense que d'un point de vue purement business et marketing,
Cage Warriors, s'ils devaient faire un choix, ils auraient dit, bah, on préfère garder Morgan comme champion. Enfin bon, ça c'est encore un autre débat, mais c'est juste pour appuyer le fait que effectivement la commission est externe aux Cage Warriors et que Graham Boylan n'était pas du tout d'accord avec cette décision, par exemple. Cher Chris, tu l'as non seulement expliqué avec les arguments qu'il fallait, mais tu l'as expliqué au moment où il fallait. Et je Mhm. t'en remercie. Peux-tu me donner la possibilité d'apporter un argument supplémentaire? Je t'en prie. Sachez une chose, chers amis. Quand on est au sein d'une organisation, et toi, Chris, tu le sais puisque tu as organisé plusieurs événements. Tu as même fait en sorte que le Cage Warrior vienne en Belgique. J'ai participé au Cage Warrior en Belgique. Ce jour-là, il y avait Donovan, il y avait Brian qui combattait aussi. Ouais. Tu te rappelles? Ouais, ouais, Bien. tout à fait. Ce que je veux dire par là, il n'y a aucun intérêt pour une organisation d'avoir des champions qui défendent une fois leur titre et qui perdent, qui montent et qui perdent, qui montent et qui perdent. Et que la ceinture passe de main en main. Parce que ça signifie, très chers amis, que votre roster, il n'est pas si bon que ça. Que vous ne pouvez pas capitaliser sur votre ceinture. Faire en sorte que votre champion ait un impact mondial. Pas seulement local, mondial. Sachez une chose, c'est du business. Il n'est pas bon pour une organisation de voir la ceinture voyager de main en main parce qu'on n'a pas le temps de construire. Et le plan marketing se construit. Je ne vais pas vous expliquer ça. Mais ce n'est pas bon. Sportivement, c'est bien parce que ça met du challenge. Mais ce n'est pas bon pour une organisation. Je voudrais juste Et, le dire ça. et d'autant plus pour le Cage Warriors qui communique énormément sur le nombre d'athlètes qu'ils amènent à l'UFC. Et clairement, pour amener des athlètes à l'UFC, ils ont besoin que leurs champions défendent la ceinture, parce que c'est ça qui les amène à l'UFC. Donc, si à chaque fois un champion qui se fait prendre la ceinture, il y aura plus personne qui va signer à l'UFC, parce que je crois que 80% de leurs athlètes qui sont allés vers l'UFC sont des champions qui ont au moins défendu une fois. Là, on vient d'avoir une exception avec Paddy Pimblett qui a signé alors qu'il n'a pas gagné la ceinture, mais c'est une exception. La plupart des combattants du Cage Warriors qui filent à l'UFC, si on prend tous les derniers, Nathaniel Wood, Jack Shore, Jack Hermanson il y a un peu plus longtemps, ce sont tous des gars qui avaient la ceinture et qui avaient défendu en plus. Donc, non seulement ils construisent des stories pour leur faire du bien, mais ils deviennent le vivier. Et merci Chris de rajouter ça. C'est quelque chose que je voulais dire, mais tu m'as devancé comme d'habitude. Mais tu vois qu'on est connecté. J'allais te le dire. Parce que si tu fais des champions avec des success stories, tu deviens l'élément intermédiaire pour aller vers le but final, qui est la Champions League du MMA, qui est l'UFC. Mhm. Aujourd'hui, tu deviens la porte d'entrée. Donc, tous les gens, même si, pardonnez-moi comment dire, de mettre ça sur la table, c'est en tout respect que je mets ça. Mais même si la bourse que tu reçois n'est pas à la hauteur que tu penses avoir ou mériter, tu fais le sacrifice de la bourse parce que tu sais que c'est le trampoline qui peut te mener vers le UFC. Donc, la réponse est claire, cher Chris. Je pense qu'on a été exhaustif là-dessus. Pas la peine d'aller plus loin. Je pense que les arguments ont été donnés bien en amont grâce à toi. Nous avons apporté ce soir 2 arguments supplémentaires. Je pense qu'ils ont leur poids. Qu'en penses-tu? Je suis assez d'accord, même pas assez d'accord, je suis entièrement d'accord. Ok, donc maintenant je propose qu'on passe vraiment sur les critères des juges. Donc là, on est toujours dans le factuel. Donc là, on va venir vraiment sur ce que tu as appris lors de la formation de Marc Godard et que apparemment j'ai bien résumé déjà dans ma vidéo. Je pense que tu seras assez d'accord sur le point de départ, le point d'ancrage des critères. C'est de bien comprendre que c'est d'abord un critère, puis le deuxième, puis le troisième, et pas une combinaison des trois comme moi je le pensais jusqu'à dimanche d'il y a 9 jours. Alors, écoute, tu as vraiment, franchement, je me suis senti mal à l'aise. Et j'ai failli t'appeler pour te dire, écoute, Chris, ce n'est plus la peine de te voir parce que tu as déjà bien expliqué. Franchement, j'étais à 2 doigts de te dire ça, hein. Et puis après, je me suis dit, non, plus longtemps, ça me ferait plaisir de faire un live avec lui. Et puis, en même temps, j'aimerais savoir quelle sera la résonance. A priori, il y a des gens qui nous suivent, donc ça veut dire qu'il y aura une résonance. Mais ce que tu as dit est vrai. Il faut comprendre l'état d'esprit. On va mettre, si tu le veux, de côté d'abord, les critères. Parce que pour moi, des critères, ce sont des arguments. C'est ce qui va venir, en fait, justifier l'état d'esprit. Tu vois, l'état d'esprit, c'est comme un plan, quoi. Quand tu fais une méthode, tu vois, quand tu fais un projet, tu fais un plan.
Et qu'est-ce que Mhm. tu vas mettre dans le plan? Tu vas mettre des arguments. D'accord? Et bien, dans l'état d'esprit d'un jugement, c'est ça que je vais t'expliquer là. Et on va utiliser les critères ou le critère ou l'expliquer pour venir argumenter le pourquoi. Ça te va comme D'accord. ça? Ça me va comme ça. L'état d'esprit, c'est le hors combat. L'état d'esprit, n'oubliez pas que c'est le fait de faire une performance sportive. Non pas forcément comment dire, un résultat qui est stratégique. Il faut une performance sportive. Comment s'exprime la performance sportive? Elle s'exprime par le côté spectaculaire. Comment s'exprime le côté spectaculaire? Par le hors combat, le chaos, la soumission. Donc, tout est organisé avec la volonté de mettre KO quelqu'un, de soumettre quelqu'un. Quand on a compris ça, on va comprendre pourquoi maintenant, et tu l'as bien dit la dernière fois, le règlement est fait pour favoriser les attaquants. Non pas les défenseurs, non pas les contre-attaquants. Quoique. Mais l'état d'esprit premier, c'est d'attaquer, d'être offensif et surtout d'être destructeur, percutant. Ce que toi ou moi, dans mon règlement, nous avons comme effectif ou en anglais, efficient. Mais en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire percutant, destructeur. L'état d'esprit derrière le mot efficient, c'est ça. Sauf que tu ne peux pas décrire un règlement sportif en employant des mots guerriers et barbares. Mais ce que ça signifie, je dois mettre maintenant mon adversaire hors combat. Je dois le détruire. Je dois tout faire. Je ne dois pas calculer. Non, je ne dois pas me calculer. Je dois me livrer. Je dois me lancer. Je dois prendre des risques. Donc ça, c'est l'état d'esprit de l'UFC. Je dois être offensif, combatif. Tu vois, c'est ça les Unified Rules. Mhm. Combatif. Et je dois aussi dominer. Je te donne un exemple. Dominer, c'est quoi? Par exemple, nous, comme nous sommes des Français, lorsqu'on avait les Unified Rules, on faisait comme n'importe quel Français, on traduisait. Tu connais les Français et leur niveau d'anglais. Je crois qu'on est très, très, très mauvais. Au moins, vous, les Belges, vous nous donnez des leçons par rapport à ça. Vous nous montrez à quel point la proximité de l'Angleterre, elle fait en sorte que… Mais chez nous, les Français, laisse tomber. On parle anglais comme des vaches espagnoles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal. Maintenant, juste pour Et juste aplatir pour… le débat, on Ouais, pense que les Belges parlent bien anglais grâce aux néerlandophones, grâce aux flamands. Les Wallons, ouais, c'est pas ouf l'anglais. de vos cousins, les Français. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, nous, les Français, quand on voyait ça, frappe effective, on se disait, en gros, quand on met un coup, quand ça claque, quand ça pète, quand ça touche, ok, c'est bon, c'est effectif. Tu vois? Quand on Ouais, parle, bon, l'agressivité, ça allait encore, tu vois? Mais le pire de pire, hein, Chris, le pire, c'est le cage control. ouais. Le cage control, tu sais comment on a traduit ça, nous? C'est qu'en fait, tu contrôles le mec sur la cage. Donc, on se disait pendant des années, hein, on se disait, quand tu colles le mec sur la cage, tu montres que tu domines, tu vois? Parce que tu as collé contre la cage. Pour te dire la confusion, comment une interprétation, même si elle a du sens au niveau linguistique, elle n'a aucun sens du côté du réglementaire. Le cage control, on a dû transformer ça. C'est devenu enfin le contrôle de l'aire de combat. Mais le contrôle C'est de ça. l'aire de combat, là par contre, Chakris, tu m'excuses, même si je te considère comme un ami sportif, je vais te faire une petite entorse. Tu as Je t'en exprimé prie. que celui qui a le centre de la cage. Et en Tu fait, oui, oui. tu es tombé dans le même préjugé ou dans le même paradigme que ceux qui disent que quand tu es champion, tu dois juste défendre ta ceinture et c'est au challenger d'aller chercher. J'ai aimé quand tu as dit où c'est marqué dans le règlement ça. J'ai dit, Mhm. ah, Chris, il est toujours aussi génial, quoi. Tu vois, il est là, lui, c'est factuel. Il y a la règle, on fait le, comment dire, le côté réglementaire factuel où c'est écrit. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, cher Chris, et tu m'en voudras pas, c'est totalement amical. Le cage control n'a rien à voir avec avoir le centre de la cage. Mhm. Le cage Je control, pense que, je c'est pense que Axel me l'avait déjà dit en plus. l'endroit où tu veux que le combat se passe. Oui, J'ai bien dit dicter. J'ai bien dit dicter, ça veut dire organiser, ça veut dire dominer la situation pour que le combat effectivement se passe. Voilà pourquoi il y a eu la confusion. Des fois, quand on disait, ouais, il y a le cage control, c'est-à-dire que le mec l'a emmené. Parce que pourquoi?
faut pas oublier que les Unified Rules ont été créés par des Américains pour une compétition américaine. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Il faut connaître son histoire. Et donc, comment dire, des combattants américains dans une organisation américaine avec des règles favorisant le style américain. Dites-moi, le UFC, si tu veux aller à l'UFC, quel style va remporter à l'UFC? Boxe anglaise, lutte. J'ai tort? Non. Ok, donc les lutteurs, quel était le but? C'était de dicter. Je te prends Mark Coleman, je te prends Mark Kerr, je te prends même les lutteurs actuels, Ousmane, Gage, qui tu veux, Khabib, qui tu veux. Mais en gros, je vais faire en sorte. Et donc, souvent, les lutteurs utilisaient la cage. Mhm. Pour dicter là où ils voulaient que la zone du combat ait lieu, parce que c'est là où ils mettaient les mecs à terre. Et à l'époque même, tu pouvais avoir un mec qui était au centre de la cage, qui portait le mec jusqu'à la cage. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Matthew Hughes contre Pig. Absolument, Mathieu, Tankabot, bon bref, on va pas faire les trucs, mais tu as compris ce que je veux dire. Donc c'est ça dicté, c'est ça le fait de le cage control. Ça n'a rien à voir avec le centre, rien à voir. Prends le centre du ring, prends le centre de la cage. Tu peux dire tout ce que tu veux, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que si tu es au centre et que là où le mec, ton adversaire, il veut que tu sois au centre pour te faire tabasser, c'est complètement insensé de laisser les choses comme ça. Mhm. Tu vois? Ouais. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut bien comprendre le sens. Le cage control, ce n'est pas du tout le fait d'avoir le centre, le milieu. Mais tu sais, ça, c'est aussi un petit peu l'héritage du pied-point. Parce que nous aussi, en pied-point, d'accord, souvent on dit que celui qui est au milieu, c'est celui qui domine les ébats parce que quand tu mets l'autre dans les cordes, il est en difficulté. Tu vois. Mhm. Mais ce n'est pas du tout ça. Voilà, ça aussi, je voulais juste revenir là-dessus et je te laisse continuer alors. D'accord, mais on va continuer maintenant sur les critères. Moi, ce que j'aimais bien, c'était donc le critère A, et tu viens d'en parler assez bien, c'est l'effective grappling et striking. Donc, quand tu dis effectif, c'est vraiment ce qui est percutant, ce qui est visible et Ça, c'est la version gentille d'exprimer l'état d'esprit qui est derrière. On peut pas un règlement par rapport à l'aspect sportif, par rapport à de l'intégrité physique. Ce n'est pas déontologique de mettre destructeur. Donc, on met efficient, ouais, percutant. Mais ce n'est pas ça, Chris. Mais à tel point que même dans le grappling, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand tu fais ton grappling et tu emmènes les mecs au sol avec des accrochages, type jambe en barrage, type crochetage, type balayette, ça n'aura comment dire, aucune importance si l'autre en face t'aura fait une souplesse ou comment dire, un double leg où il t'aura fait une amplitude. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le règlement. ouais. C'est ça. Parce que c'est ça le grappling destructeur. Si on doit traduire les choses, ne soyons pas déontologiquement corrects. Soyons dans l'état d'esprit. Les frappes que tu mets, c'est pour que la tête, elle fasse comme ça. Ce n'est pas pour que tu fasses 1-1. Tu me touches la cuisse, tu me touches le corps, je te mets un petit jab au corps. Ça, c'est que tu construis. En boxe anglaise, on appelle ça des attaques indirectes ou avec des attaques avec préparation. En boxe Mhm. anglaise, c'est ça qu'on appelle. Tu vois? Ouais. Nous, ça n'existe pas en pied-point ou en MMA, ça n'existe pas. Nous, on dit juste tu fais une attaque. Mais pour te dire que même en boxe anglaise, l'idée, c'est de dire ça, c'est des préparations d'attaque. Mais ce qui compte, n'oublions pas, c'est le hors-combat. Donc, il faut détruire. Et donc, quand on parle de ça, on parle bien de l'immédiateté du coup. Immédiateté, tu ne peux pas préparer. Le mec qui prend gauche-droite dans la gueule, laquelle on choisit? La gauche ou la droite? D'après toi. Ou les deux. La droite. Tu vois? Pourquoi? Parce que souvent, le jab, en fait, il atterrit souvent dans les mitaines ou dans les avant-bras, ou pire, dans le vent. Et derrière, c'est la droite qui touche. Maintenant, on peut toucher les deux. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais si je mets gauche-droite, tu ne peux pas dire, ah ouais, mais il a touché deux fois. Un coup en jab, un coup en droite. Non, parce qu'en termes de juge, tu vas prendre la droite. Ouais, et pour compléter à ça, je pense qu'il y a une phrase qui est très très intéressante dans les règles. Alors, je l'ai pas face à moi, non, tant pis. Euh, c'est bien écrit que on va juger le résultat de l'action plutôt que l'action. Voilà. Magnifique. Tu Après regardes. avoir fait la vidéo, j'ai pensé à une métaphore qui est vraiment intéressante du point de vue sportif. On va prendre un sport que tout le monde connaît, le foot. Le foot est jugé par le résultat des actions et pas par les actions. C'est-à-dire qu'une équipe qui va dominer 90 minutes du jeu et dans les arrêts de jeu,
ils vont encaisser un but, c'est 0-1 pour l'adversaire, on s'en bat les couilles, désolé l'expression, on s'en bat les couilles de qui a dominé le terrain pendant 90 minutes, 90 minutes. C'est celui qui a marqué le goal, celui Non, qui non, marque un goal de plus que l'équipe adverse gagne. ça veut dire non, non, tu sais ce que ça veut dire 70 grâce à tes. Mais tu as tout dit. Tu as tout dit. C'est le même état d'esprit. C'est le même état d'esprit. Et ça n'a pas de sens. Le règlement n'a pas été fait pour la défense. Le règlement a été fait pour la destruction, la domination, le hors-combat. Je ne sais pas quel est employé. On a tellement châtié notre langage pour pas, justement, nous, surtout qu'on a voulu légaliser le MMA. Donc, on a édulcoré les terminologies. Par exemple, nous, on disait même plus une cage, tu vois. On disait un octogone, tu vois. On disait. Ouais. Axel On disait à chaque fois, arrêtez de dire combattant, dites athlète. Voilà, pour combattant, on dit athlète, etc. Donc, ce que je veux vraiment dire, c'est ça, c'est ce que tu dis toi. Tu as beau me taper dans les jambes, tu as beau me taper comment dire, dans le corps, tu vas même me mettre des jabs. Si je te mets un uppercut, ou si je te mets un coup de genou, ou si je te mets un high kick, ou même un middle dans le corps, et que tu trébuches et que tu vas par terre, comme on a vu dans le combat et on en reviendra, cher ami, même si tu m'as touché 10 fois, je t'ai touché une fois et j'ai aimé quand tu as dit ça. Tu as même parlé à un moment donné de ceux qui faisaient du lay and pray. Tu as remarqué qu'on a de Mhm. moins en moins de lay and pray? C'est vrai, c'est vrai, Mais, c'est vrai. mais d'après toi, pourquoi, cher Chris? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens comme toi, comme moi, qui ont 2 grammes d'intelligence, qui étudient les règles et qui disent mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Si ce n'est, les gens vont te dire oui, mais ça prépare les actions. Oui, d'accord. Moi, en attendant, toi aussi, tu te fatigues. Et pire que Ouais. ça, tu te fatigues et tu donnes des informations comme quoi tu n'es pas efficace. Tu donnes des informations comme quoi tu n'es pas efficace au juge. Parce que dans le critère du juge, n'oubliez pas l'état d'esprit du juge. Si je vois un mec faire du lay and pray, je me dis, bon, quand est-ce qu'ils vont en mettre une vraie pour de bon? C'est vrai. Mais je suis juge. Je t'explique comment juge un juge. Il y a autant de jugements que de juges, que les choses soient claires. Je ne suis pas, et je suis loin d'être le meilleur juge du monde. Je dois être, je pense, dans les derniers des juges. Mais j'ai compris l'état d'esprit des juges. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est Donc, super important. Et c'est pour ça qu'on a cette discussion aussi. C'est pour bien comprendre dans quel esprit un juge rentre pour juger un combat. Parce que les combattants athlètes, pardon, les athlètes non, les combattants, et les coachs doivent absolument, absolument comprendre ça. on est entre nous, combattants, c'est mieux. C'est ça. Et tu vois ce que je veux dire, Chris? Et donc, ça veut dire quoi? Il y a certains, il y a certains coachs qui ont compris ça et qui se disent, bah, plutôt que de donner du volume, regarde la différence entre un combat de kick et un combat de Muay Thai. Mhm. Nous, en MMA, on utilise le débit du kick avec la distance du karaté et les armes du Muay Thai. Je parle en striking. Hein. Ouais. Je parle en striking. Hein. On utilise les armes du Muay Thai, c'est-à-dire la boxe anglaise, les coudes, les genoux, les kicks, d'accord? Avec le débit du kickboxing ou du K1 ou de la boxe française. Je n'ai pas pratiqué la boxe française. Hein. C'était juste un petit clin d'œil. Avec des distances de karaté. Avec des distances ce qu'on appelle antéro-postérieur. Je rentre, je sors, Ouais. je rentre, je sors, je désaxe. Je rentre, je sors, je désaxe. On a rajouté juste le pivot de l'anglaise. Mais comme tu dis, et j'adore quand tu fais ces analyses-là par rapport au range. Tu vois? Par exemple, j'ai vu une de tes analyses avec, entre Sterling et Peter Yan. Quand il expliquait, voilà, il rentre en boxing range. Je dis, lui, il a tout compris. Ça ne me donne pas que j'ai perdu contre lui plusieurs fois. Donc, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. pourquoi je te dis ça? Parce que si tu mets du volume comme en kickboxing et que tu touches comme en kickboxing, mais que si l'autre, il te met des coups destructeurs comme au Muay Thai, un coup de genou, un coup de coude, même un uppercut, un crochet, je ne vais pas noter les 10 coups que tu as mis, je vais noter ce qui a percuté, ce qui a voulu démolir. Ouais. Et là, il y a deux points importants, en fait, je pense à bien souligner. Il y a le côté, et tu en as déjà parlé, mais c'est bien en fait, c'est comme ça que tu l'as illustré, c'est la différence entre cumulatif et immédiat. Une frappe qui a immédiatement de l'impact et qui fait immédiatement du dégât aura plus de valeur aux yeux des juges que quelqu'un qui travaille sur le cumul pour fatiguer, pour blesser. Donc ça, c'est un point qui est important dans ce que tu viens de dire. Et maintenant, en parlant, je viens de perdre mon deuxième point. Euh, Tu veux peut-être qu'on eh ben aborde merde.
tu dis. Pardon? Tu veux qu'on apporte la notion des 3D. Non, 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 j'y étais pas encore. L'attitude, c'est ça que je voulais dire. Quand tu encaisses un coup, si tu montres qu'il t'a fait mal, c'est prouver au juge que le coup de ton adversaire a eu beaucoup d'efficacité, beaucoup d'impact. Et donc, je pense que ça, c'est une notion qui est importante à retenir, c'est de travailler son poker face en tant que combattant. Par rapport à ça, j'ai une anecdote, je pense. Je suis pas certain de cette anecdote, mais je pense que Uriah Faber, dans son rematch contre Dominic Cruz, s'était complètement attaché les cheveux parce qu'il avait cru perdre le combat numéro 2 à la décision contre Dominic Cruz, parce qu'à chaque fois qu'il encaissait un coup, avec ses cheveux, ça donnait l'impression que les frappes étaient plus puissantes que ce qu'elles n'étaient vraiment. Et je trouve cette anecdote assez incroyable. Et on peut prendre Rose Namajunas aussi, qui s'est rasé les cheveux. En tant que femme, il y en a très peu qui vont le faire. Mais ça peut être intéressant parce que quand tu encaisses un coup et que tu n'as pas de cheveux, ben on voit moins l'impact que quelqu'un qui a une grosse touffe et la touffe qui va vers l'arrière. Clay Guita, il devrait s'attacher les cheveux alors. Hein. Parce que les cheveux, allez, Ortega, les Les tresses, artistes. O'Malley, les tresses. Mais ce que tu dis, en toute honnêteté, pour ma part, en tant que juge, je ne l'ai jamais vérifié auprès de mes collègues. Ce que tu dis. Mais, Okay. mais ça a du sens. Ça a du sens. Ça a du Ça sens. reste un indicateur. Alors, pourquoi ça a du sens? Moi, je te dis ce que j'ai vécu, je te parle de mon expérience. Jamais personne ne m'a parlé de ça, tu vois. Et peut-être que inconsciemment, parce qu'il ne faut pas se tromper, il faut être clair. Un jugement n'est jamais objectif. C'est Il est, clair. il est toujours perceptif. Ouais. Je n'ai pas dit subjectif. J'ai pas dit subjectif. Mais il n'est pas non plus totalement objectif. Il est perceptif. Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je vois? Et c'est pour ça qu'il y a 3 juges. Parce que un Trois juge. angles différents. Merci, Chris. Merci. Parce que les gens se disent, ouais, pourquoi 3 juges? Et pourquoi pas 5? Parce que en fonction des angles, eh bien, en vérité, on estime que 3 angles différents, eh bien, ça suffit. Mais tu sais, en foot, je crois que maintenant, ils ont mis des arbitres à la Coupe du Monde derrière les buts. Ouais. Je ne serais pas choqué, moi, quand MMA, on nous dise, eh, tu sais, pour constituer comment dire, un effectif d'officiels de MMA, il faut 11 personnes. 11. Mhm. Délégué officiel. Bon, je ne vais pas faire le truc. Bon, il faut 11 personnes. D'accord? Donc, je ne serais pas choqué si, au lieu d'avoir 3 juges et un arbitre central, on est 5 juges. De fait, je pense qu'on risque de se diriger dans cette direction-là. En tout cas, c'est ce que Dan Hardy disait, parce qu'on a discuté avec Dan Hardy après l'événement. Ben voilà. Et il disait que selon lui, on devait se diriger vers 5 juges, parce qu'effectivement, le problème de 3 juges, c'est que si on parle en pourcentage, c'est par coup de 33%. Donc, ça représente pas suffisamment la moyenne du public, alors qu'avec 5 juges, on aura moins de controverses a priori qu'avec 3, parce que voilà, si tu as 2 juges qui doivent gagner contre 3, c'est pas la même chose que 2 contre 1 pour une représentation globale de la population. Ce qui fait que peut-être ça va freiner, c'est juste le coût des juges. Ouais. Voilà ce qui fait peut-être que ça va freiner. Mais je ne serais pas étonné et je serais même, moi je vais être honnête avec toi, je serais même favorable à ça. Par contre, Moi, je serais également favorable à ça. Je par pense contre, que ce qui va se passer, c'est comme au foot. C'est-à-dire que dans les grosses promotions, ils vont pouvoir se permettre 5 juges, mais que dans les plus petites promotions, on va accepter 3 juges par manque de moyens, par exemple. Tout comme au foot amateur, on a un arbitre. En foot semi-pro, on en a 3. Et puis en foot pro, maintenant, on en a 5, je pense. la Coupe du Monde. Mais attention, à tout système, il y a un contre-système et il y a un effet pervers. Mhm. D'accord? Ouais, parce Donc, que si on autorise de passer à 5, pourquoi est-ce qu'on passerait pas à 16? au-delà de ça, Chris, j'entends déjà nos contradicteurs dire, je les entends déjà, je les anticipe déjà. Oui, mais si on met 5 juges, alors vous imaginez déjà, à cause des décisions, on a des splits. Imaginez 5 juges. On va constamment avoir ce qu'on appelle des décisions majoritaires. Non pas des décisions Mhm. partagées, mais des décisions majoritaires. Ouais. Est-ce que tu fais la différence entre une décision majoritaire et une décision partagée? C'est actuellement, alors je sais pas si c'est de ça que tu veux parler, mais actuellement majoritaire, c'est une égalité et les 2 autres qui Merci. voient un vainqueur. Voilà. Exactement. C'est exactement ça.
Tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, dans le jugement, il n'y en a pas un qui est pour l'un et deux autres pour l'autre, mais c'est qu'il y en a un même carrément, il voit une égalité. Tu vois, et l'autre, donc c'est ça des décisions. Et là, on peut contrebalancer. Donc ça, c'est l'effet pervers. Attention, plus il y a de jugement, plus c'est difficile d'avoir, parce qu'on voit tous des choses différentes. Encore une fois, nous avons un jugement qui est perceptif. Il n'est pas subjectif, mais il est perceptif. Donc ça, c'est la difficulté. Mais en tout cas, pour revenir à nos moutons, nous avons parlé des strikes efficients. Maintenant, j'aimerais vous parler aussi du grappling efficient. Parce que les gens, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste des mecs, des strikers. Ils font des strikers et ils pensent qu'en faisant du striking, et je fais de la lutte défensive. Même les lutteurs eux-mêmes, tu prends Ousmane, Kamaru, tu prends Justin Gage, tu prends même les lutteurs eux-mêmes maintenant font de la boxe anglaise et empêchent juste le takedown quand l'autre est dépassé et surpassé. Et on a donc des combats qui sont stéréotypés quelque part. Bon, je parle quand on est dans le top 5. Hein. Je ne parle pas quand on est dans le top 10 ou dans le top ou dans les 15 premiers. Ou en prélim, etc. Mais en tant que passionné comme moi et en tant que, on va dire, acteur du MMA à notre petit niveau, en tout cas, moi, en tout cas, bien en dessous du tien, je vois juste des gens qui sont stéréotypés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends n'importe quel champion de Muay Thai, j'arrive à lui faire comprendre la lutte défensive. Je mets l'accent là-dessus. Parce que le Muay Thai, par exemple, les gens disent que c'est de la percussion. Non, le Muay Thai, c'est aussi de la lutte. La lutte qui est limitée en haut du corps, avec son règlement, mais la lutte, tu luttes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu prends des Muay Thai, tu lui apprends la lutte défensive sur les single legs, sur les double legs, sur les crochetages, sur les jambes en barrage, sur les enfourchements. Bref, tu lui apprends ça. Et finalement, même avec un niveau de sol, et on l'a vu, j'ai aimé ton analyse sur Blacko et Adesanya. Et on l'a vu, même des gens qui ont un niveau de grappling qui peut être, on va dire, insuffisant par rapport à l'endroit où ils combattent, tu vois. Encore une fois, pardonnez-moi, je ne suis personne, je juge personne. Je parle de l'état d'esprit. Je ne veux pas que vous dites Adesanya est un formidable combattant et c'est certainement un qui postule au GOAT. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est son niveau et son expérience en pied-point et en QI combat et en lutte défensive qui lui permettent d'avoir ce niveau-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça signifie que les gens aujourd'hui forment des strikers. Mais attention, dans le critère numéro 1, chers amis, nous avons aussi le grappling efficient. Le grappling efficient. Qu'est-ce que le grappling efficient? Les gens limitent le grappling efficient aux projections, au takedown. C'est faux. C'est faux. Le grappling efficace, le grappling destructeur n'est pas le takedown. C'est aussi les contrôles, chers amis. Parce que quand vous êtes grappleur, vous contrôlez la situation, vous contrôlez la position dans le but de détruire, dans le but de mettre hors combat, dans le but d'attaquer. Donc, ce qui signifie que lorsque tu as les contrôles, je parle des contrôles de position, et que tu frappes, pas seulement pour faire ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire du lay and pray, genre je suis en truck ou je suis voilà, où je suis dans la garde. Je ne parle pas de ça, moi. Je ne parle pas de ce grappling-là. Si tu es dans la garde de l'autre, le grappling efficace, et tu l'as dit avec grande exactitude, le grappling efficace, ça peut être celui qui est en dessous, mon gars. Et qui est là en train de t'attaquer les bras, les guillotines, les kimura, les triangles, peu importe. Mais bien sûr. Anderson Silva, c'est pas ce qu'il faisait. Il te mettait pas un dos, il te mettait pas un triangle dans la garde, un body triangle, et il te mettait pas des coups de coude dans la tête. Moi, aujourd'hui, je tairai son nom. J'ai des athlètes de Muay Thai. Je leur demande de faire des triangles de dos en mettant des coups de coude, en isolant des bras en overhook et en mettant des socks, des coups de coude, des elbows. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est du grappling efficace. C'est pas du grappling où je suis là, je suis à la position, je fais semblant, ouais, c'est bon, je l'ai mis au sol, je positionne. Parce que si vous regardez le règlement, qu'est-ce qu'il est dit après? On va le lire ensemble vite fait, si ça ne te dérange pas. Je t'en prie. Le combattant en position au-dessus et en dessous sont jugés en fonction de l'impact et de l'efficacité de leurs actions, plus que par la nature de leur position. Ce critère, c'est-à-dire l'impact et l'efficacité, sera le facteur décisif dans la grande majorité des décisions relatives.
sera le facteur décisif. Donc, même si tu es dans ma garde et en demi-garde, cher ami, même si tu es au-dessus, ça ne veut pas dire que c'est toi qui domines pour moi le juge. Ça veut juste dire que je vais même voir et je vais même contrôler ton efficacité. Parce que, quoi qu'il advienne, il faut qu'il y ait l'idée d'un prolongement dans les choses. C'est ça que dit. D'ailleurs, il est marqué aussi dans le règlement, je vais me permettre de le lire. On notera qu'une amenée au sol réussie ne se limite pas à un simple changement de position, c'est-à-dire du haut vers le bas, mais doit être suivi d'un schéma offensif. On parle d'un schéma, cher ami. D'un schéma. Un schéma, ce n'est pas un croquis. Un schéma, c'est quelque chose qui s'organise. C'est un A qui va à un B, qui va à un C. Il y a une continuité. Et prolongeant son application. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est continuel. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, nous, on se limite à il a amené au sol. Ah, ben c'est bon, il a marqué son takedown, il a marqué ses coups. C'est bon, il gagne le round. Cher ami, c'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'un juge juge. Et c'est super intéressant à soulever parce que c'est un point qui revenait souvent et c'est vrai qu'on le voit de moins en moins et ça c'est bien. Mais il y a beaucoup de fois où lors d'un round serré, il y avait des gens qui cherchaient une amenée au sol en fin de round. Et à quoi ça sert de faire une amenée au sol dans les 10 dernières secondes quand on sait rien faire par derrière? Et du coup, c'est pas du tout un argument pour dire ouais mais c'était serré et j'ai tapé une amenée au sol dans les 5 dernières secondes, je dois gagner le round. C'est pas du tout un argument et ça c'est important à comprendre. Regarde, Chris. Moi-même, j'ai fait cette erreur. Je te le confesse devant toi. Marque ton point. Ça y est, vous avez échangé là. Ok, t'as plus dessus. Pour être sûr d'avoir le round, vas-y dessus. J'ai des amis à moi, je tairai leur nom. J'ai des amis à moi qui m'ont dit ça. Qui m'ont dit, tu sais, on a voulu sécuriser la truc. On l'a même emmené au sol et on s'est fait cueillir. On n'aurait pas dû parce qu'on a perdu du jus là-dedans, etc. Cher ami, c'est faux. C'est pas parce que tu vas mettre un takedown qui sera que l'autre on appelle ça scramble. Je sais pas comment on dit en Ouais. français. Moi, je dis toujours scramble, donc. Ouais. Bon, c'est pas pour faire l'anglican parce que moi je suis nul en anglais, mais je sais pas comment le dire autrement. Mais tu vois, je te mets un takedown, hein, mais tu scrambles et tu te mets debout, tu fais ce qu'on appelle un relevé en base. Mais ton takedown, il sert à rien. Dans mon critère de jugement, il va servir à rien parce que mon critère de jugement, c'est l'efficacité et l'immédiateté du chose et le prolongement de l'action de la chose. Donc, dans la logique, l'argument n'est pas valable. Et regardez, je vous donne tu regardes les combats du Brave. Oui, On a un champion, nous, que tu dois connaître, qui s'appelle Ilyes Giroud. oui, tout à fait. Son adversaire, Makayev, il a voulu marquer son point à la fin. Tu vois, il a voulu marquer son point à la fin. À la finale, Ilyes savait ça. Tu vois, dans mon podcast, d'ailleurs, tu vas venir et je t'en remercie. Là, Franchement, le lundi 5, c'est vraiment cool. Je suis avec Donovan en plus. On va ouais. pouvoir se rappeler plein de bonnes choses. Je donnerai 2, 3 anecdotes dont je me rappelle. Bon, bref, parenthèse fermée. Dans mon podcast, on l'a reçu. Et il nous dit, je savais qu'il allait faire ça. Je l'attendais. Ils ont été victimes de leur logique. Mais d'une mauvaise logique. D'une En prise plus, inutile. Maintenant, attention, on est obligé de prendre des risques en MMA. Sinon, tu ne peux pas combattre. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus dans la gestion du combat. J'ai été longtemps, à cause de ma médiocrité de compétiteur que j'étais, j'ai été longtemps calculateur. Par ailleurs, j'ai été formé par quelqu'un qui est extrêmement stratégique. J'ai été formé par, je pense, le plus grand, en tout cas en France, stratège en MMA qui s'appelle Fernand Lopez. Fernand Lopez, on l'aime pas, son caractère, papati. Moi, je ne rentre pas là-dedans. D'accord? On a tous une personnalité, on a tous des qualités, des défauts. Certains, s'en accommodent, d'autres non, compatibles, pas compatibles. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Tu ne peux que vérifier une chose. C'est le plus gros stratège français en termes de MMA. Je parle de et stratège, le, pas le le meilleur seul coach. indicateur que tu dois prendre en considération, ce sont les résultats, et clairement, il le prouve par les résultats. Je dis pas que c'est le meilleur coach, je dis pas que c'est le meilleur entraîneur, mais tu ne peux que constater ce que tu viens de dire. Et moi, j'ai eu cette chance. 75% de ce que je suis, je le dois à Lopez. Je te le dis clairement. J'ai été Ouais. formé avec cette mentale de calculer, de faire du game plan. Je ne sais pas ce que c'est appréhender un. Quand je suis venu en Belgique, j'ai étudié Donovan.
J'ai dit, au sol, on ne l'aura pas. Il est trop chaud pour nous. Il va falloir le gagner debout, ce mec-là. À tel point qu'aujourd'hui, on croit souvent en Belgique, comme mes gars gagnent souvent en pied-point, on croit que je suis souvent, je suis plus striker, parce qu'ils connaissent mon passé de Nakmwe, que grappleur. Mais en fait, je suis pareil dans les deux, en fait. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je l'ai prouvé avec Eva quand elle a gagné la brésilienne au beatdown. Mais Mhm. en termes de construction, tu vois, j'ai beaucoup appris 75% de ce que je suis. Et lui, tu vois, il m'a appris ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve ça ridicule de forcer les gens à avoir cette stratégie de mettre ton takedown à la fin du round. Parce que si derrière, il n'y a rien, tu prends des risques inutiles. Ouais. Et on va en revenir. Parce que dans le combat de Morgan, tu vas voir Il y a un que ça aura son importance. Et tu vas voir. Ouais. Alors, je propose qu'on avance maintenant vers la distinction entre de 10-10 à 10-7, très rapidement, qui dépend quasi essentiellement des 3D, entre guillemets. Donc, je propose que tu nous expliques rapidement les 3D et quel est l'impact de ces 3D sur la valorisation du round, enfin de la valeur qu'on donne aux perdants du round. Donc, on va donner 10 au vainqueur, 9 ou moins aux perdants du round. Chers amis, je ne peux que répéter comme un perroquet ce que Chris Gennady vous a expliqué dans sa vidéo. Donc, je vous invite à regarder sa vidéo. Et je vais faire ni plus ni moins que du copier-coller argumentaire avec ce qu'a dit Chris Gennady. Je n'invente rien, tout est expliqué. Les 3D, 1, la première chose qu'il faut que vous mettiez le premier D, le premier D, pardon, c'est la durée. La durée. Cette durée, elle s'exprime comment? Elle s'exprime par deux choses. Ce que tu as fait dans cette durée au travers de la domination. Donc le D, le premier D, va s'exprimer par deux autres D. C'est-à-dire la domination que tu as eue en striking, en grappling. Et je rappelle que le grappling n'est pas que la lutte. Le grappling, c'est aussi le sol. N'oubliez pas cette notion, comment dire, cette facette du grappling. Beaucoup oublient le sol. Ça s'exprime aussi par le damage. Le damage, c'est les dommages, c'est les dégâts. Ce que tu produis comme dégâts à l'adversaire. Alors certains vont me dire, oui, mais ça veut dire que si moi je marque vite, j'ai entendu ça comme argument. Hein. Oui, moi, regarde, Georges Saint-Pierre, tu lui mettais une gauche, il marquait. Donc dans l'esprit des juges, mais dites-moi, Georges Saint-Pierre, il a perdu combien de combats, Georges Saint-Pierre? Soyons sérieux. Soyons sérieux, chers amis. Soyons sérieux. Georges Saint-Pierre marquait vite, soit. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas gagné ses combats. Donc le damage, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de marquer sur les jambes, marquer à la tête. On a vu Johanna, alors, Jedrzejczyk. Je ne sais pas comment on dit en anglais. C'est pas moi qui vais t'aider en commentaire YouTube, on se fout toujours de ma gueule par rapport à la façon dont je prononce ça. Boban Blakovic, c'est J'aimerais bien possible. Boban changer de Blakovic, nouveau ça on dit Joanna Champion. voilà. Johanna. Elle était comme ça, tatati, tatata. Ouais, bon, nous, c'est pas nouveau, hein, comment dire. Pour nous, les Français, on a déjà vu ça au K1 avec Cyril Abadi et Jérôme Le Banner. Et le Jérôme Le Banner, il était comme ça, et c'est pas pour autant qu'il n'a pas gagné de combat. Donc, ce n'est pas les dégâts que tu fais. Les dégâts que tu fais ne s'estiment pas par rapport à la. Mais c'est par rapport à comment tu t'es impactes, comment tu es blessé. Je te donne un exemple. Je fusille ta jambe avant. Je m'aperçois que ta jambe avant, maintenant, tu la mets derrière ou tu ne bloques plus tu ne bloques plus les kicks. À tel point que même comme tu ne bloques pas, vient maintenant l'idée de faire ce que est à la mode, les calf kicks. Parce qu'il y a tellement de combattants maintenant qui ne bloquent pas, qu'on a inventé un kick qui est bien bas, qui s'appelle le calf kick. Ouais. C'est dangereux pour le pied, mais en fait, le mec, comme il ne peut plus bloquer, maintenant, tu vas faire des calf kicks où on voit que le mec, il met la jambe en arrière, ou tout simplement, le mec, il a tellement mal à l'œil, en fait, qu'il est tout le temps comme ça, il est tout le temps en train de se protéger, il est tout le temps en train de faire ceci, et il n'ose même plus lâcher comment dire, La défense. le gant du visage. Voilà, exactement. Mm. Ou alors, il est serré au niveau, ça s'est déjà arrivé, hein, comment dire, serré au niveau des côtes parce qu'il sent qu'il a les côtes cassées, hein, ou en tout cas fêlées, touchées, et il serre. Et on voit qu'en fait, il n'utilise plus son bras. Tu vois? Le juge n'est pas bête.
le juge n'est pas bête. Il va comprendre que sur les défenses ou sur les attaques, il va comprendre que c'est ça les damages, c'est ça les dégâts. Ce n'est pas les. Parce que tu vas avoir un cocard ici, bien sûr, les coupures. Là, je te dis oui. Là, je te dis oui. Le nez, le sang, là, oui. Le sang, oui. Le nez, oui. Mais les coupures, les bleus, etc., la jambe rouge, etc., non, c'est pas ça les damages. Les damages, c'est quand on voit le nez exploser, la pommette exploser. Là, oui. Mais pas parce que comment dire, tu commences à avoir de la À rougeur ici. gonfler, quoi. Non, non, non. Les vrais damages, c'est quand tu as ton nez, il est comme ça, tu pisses le sang, la bouche, elle est. Voilà. L'œil, il est gonflé. Tu vois, Johanna, tu as vu, elle a morflé de fou. Mais c'est Elle pas avait pour, une deuxième tête. Ouais. voilà, mais c'est pas pour autant qu'on va te mettre un 17. Mhm. Donc maintenant, j'en viens. Tu l'as très bien expliqué aussi, et donc je vais faire du copier-coller, mais je vais rajouter des nuances par rapport au ton système. Un juge ne doit pas mettre 10-10. Un juge doit se mouiller. 10-10, c'est vraiment très, 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 très rare. Ça, c'est quand à un moment donné, on se dit, mais oh, punaise, je vois pas qui est-ce qui domine l'autre. Et souvent, on se dit, ah, mais c'est très, très serré. Comme par exemple le round 2 et le round 5 de Morgan avec Bicevic. Mhm. Tout le monde serait tenté de mettre un 10-10 en vérité. Mais il y a eu des 19. Donc le 10-10 est une solution à écarter. Pourquoi? Parce que normalement, si tu mets 10-10, c'est que ton premier critère, il est pas suffisant. Mais tu as deux autres critères pour faire un 19. Tu as le Ouais. critère de l'agressivité, de la combativité, et tu as le critère du cage control. Donc, normalement, si tu estimes en ton âme et conscience que le combat est à 10-10, qu'est-ce que tu fais? Derrière, tu utilises les deux autres critères. Parce que finalement, et tu l'as bien expliqué, Chris, les critères rentrent en jeu 2 et 3 que maintenant. Donc, on met un 10-10 vraiment, vraiment, quand tu dis, ouais, les trois critères, ils sont pareils. Mais ça existe quasiment pas. Et limite, on va te reprocher, en tant que juge, de ne pas t'être mouillé. Mhm. C'est un peu comme un combat de ceinture. Est-ce que tu as déjà vu un combat de ceinture dire égalité, draw? C'est arrivé une fois à l'UFC, non? Woodley contre Thompson. Bah, tu vois, tu sais quoi? Merci, Chris. Tu viens d'étoffer ma mémoire. Parce que franchement, sur le nombre de fois où il y a eu des défenses de ceinture dans toutes les organisations, je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas de rappel où il y a eu un duel. Bah, là, tu viens de me le donner. Bah, tu vois, bah, merci. Et ben, c'est Il y le. a eu à l'UFC et il y a eu au Cage Warriors aussi entre James Webb et Nicolas Frederic. Ok. Et ben, tu vois, ces deux exceptions, sur le nombre de fois où des ceintures ont été défendues, tu en prends deux. Ça veut tout dire? Ouais, Ok. Maintenant, passons au 19. 19, c'est justement quand c'est serré. Le jugement 19, c'est quand c'est serré. Tu comprends? Mais comme les ouais. juges, ils ont peur de mettre des 18 parfois. Et je te dis, moi, je te dis, oh, peur, alors, pardonnez-moi, cher confrère, je m'exprime mal. On n'a pas envie, si tu veux, de. Inconsciemment, le 18, on a du mal à le mettre. Pourquoi? Parce que ça signifie que tu as dominé partout. Ouais. Tu vois? Et donc, tu verras très peu de juges, très, très peu de juges, à moins que vraiment la domination, elle est flagrante, mais vraiment flagrante. Tu verras très peu de juges utiliser le 18. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Tu peux aller prendre les bulletins de toutes les organisations. Même quand le mec a dominé, on met 19. Et c'est ça, moi, que pour l'instant, je reproche un peu au système actuel, c'est que j'ai l'impression que les juges sont un peu trop frileux de donner des 18 et que du coup, les 19, Oui. ils sont trop larges. On peut avoir deux rounds super serrés qui va à l'avantage de un et puis un round super clair pour l'autre. Et au final, c'est celui qui a eu les deux rounds serrés qui va gagner. Alors que tu as un gars qui a été beaucoup plus dominant sur un troisième et qui mériterait peut-être ce 18 pour avoir cette égalité, par exemple. Si je me mets comme ça change quelque chose pour toi? Non, mais alors je dois transiter aussi. Est-ce que tu sais transiter juste Non, non, comme laisse ça, tomber. mais On va faire les choses comme ça. C'est parce non. qu'en fait, j'ai mon téléphone qui n'a plus de batterie. D'accord, on va essayer d'accélérer alors. Non, 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 t'inquiète pas, je l'ai mis en branchement. Je l'ai mis en branchement. Je l'ai mis. D'accord. Mais après, si tu veux accélérer, il n'y a pas de souci. Mais c'est tellement un plaisir d'être avec toi que je ne vois pas l'heure passer. Donc, tu as raison.
je le confesse volontiers. Parce que ça signifie que tu te mouilles en disant, ouais, l'autre, il est vraiment supérieur, quoi. Mais tu sais que ça va avoir des effets, ça peut avoir des effets qui sont vraiment, et que tu peux créer la controverse, en fait. Tu vois? Tu peux créer la controverse. Et donc, par frilosité, je le reconnais, en tout cas, moi, je ne parle pas des autres juges, mais moi, j'ai du mal à mettre des 18. Alors, et Mais par- je pense que c'est bien là le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup de juges seraient prêts à mettre des 18, mais ils le font pas de peur des répercussions, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a vu très peu de 18 et que le public général considère qu'un 18 est une énorme domination, alors que quand on lit ce qui est écrit dans les critères, ça devrait être plus fréquent que ce que ça n'est pour le moment en réalité. mais c'est plus facile à accepter de perdre un 49, 48 ou 48, 47 ou que un 50 ou un 49, 46. 40. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu envoies une indication qui est péjorative. Mais c'est aussi une question d'habitude. C'est-à-dire que si le C'est 1er janvier 2022, et je les te juges se mettent d'accord en disant, OK, maintenant, on n'a plus peur de mettre des 18 plus régulièrement et qu'il y a une communication générale là-dessus, sur MMA Junkie, sur Ariel Helwani, que tout le monde communique là-dessus avec l'UFC, etc., on pourrait changer ce système et avoir une meilleure, j'ai pas envie d'utiliser le mot meilleur, mais au final, ça me semblerait plus logique d'avoir des 18 plus accessibles, on va dire. mais je te rejoins à 1000%. Mais je dois confesser que pour les raisons que je viens de te qui sont même des, comment dire, des raisons et des causes subjectives, tu vois. Ce n'est même pas Mhm. objectif comme critère, ce que je viens de te dire. Mais je t'explique. Par contre, ce qui est sûr, Chakris, je n'ai jamais vu un juge, je n'ai pas à ma connaissance de juges qui ont mis un 17. Parce que ça veut dire quoi, 17? C'est que le mec, c'est une momie en face. Donc, ça veut dire que si l'arbitre fait bien son travail, il arrête le combat. Alors, juste pour l'information, je crois que c'est arrivé une seule fois à l'UFC pendant Stipe Miocic contre Mark Hunt. Je vais aller juste vérifier ça parce que ce serait intéressant. Mais clairement, je te rejoins. Je pense que c'est extrêmement rare de voir des 17. Je sais pas d'ailleurs si c'est accessible puisque ça s'est fini au cinquième round. Alors, non. Alors, je me suis trompé. Mais alors, c'est peut-être Dana White qui a dit que dans une communication qu'il n'aurait pas été surpris de voir un 17 dans ce combat. Attends, je te demande juste 2 petites secondes. Pardonne-moi. Pas de souci, pas de souci. Je vais m'organiser pour pouvoir faire en sorte. Mais tu m'entends toujours, hein? Ah, on a perdu Ludo malheureusement. Alors en attendant qu'il revienne, s'il y a des questions, je vais les prendre maintenant. Ah, Ludo, on t'a récupéré. Ouais. Voilà, impeccable. Parfait. Ben écoute, je propose qu'on transite vers l'illustration justement de tout ce qu'on vient de dire. Donc maintenant, je pense que tous ceux qui nous ont suivis, ils ont bien compris comment on pouvait juger un combat grâce notamment au mindset des juges. Euh, Morgan contre Vucenic. Alors, avant de commencer, je propose qu'on se mette déjà d'accord sur les deux rounds qui sont ultra faciles à juger, le premier et le quatrième. Je pense que là, il y a une unanimité générale. Tout le monde donne le premier à Vucenic, tout le monde donne le quatrième à Morgan. Et si je peux me permettre, si, comment dire, on se base par rapport à mes chers confrères Ben Cartlidge, Jen Hand, David Letabi, euh, le 2 aussi. Hein. Le 2 aussi, totalement. Donc, en Le 2 est donné vérité, à Morgan à l'unanimité, c'est bien ça, hein? absolument. Ouais. Donc, finalement, les deux rounds qui vont, euh, qui vont être importants pour nous à discuter, et je vais te dire pourquoi j'ai été un peu chauvin en mettant ce que j'ai mis sur mes réseaux. Pourquoi j'ai exprimé le fait que pour moi, Morgan doit gagner ce combat. Parce que donc le round 3 et le round 5
controversé. Je vais t'expliquer, mais je vais laisser, comme d'habitude, je vais te laisser débuter parce que je crois que toi, tu voyais Vucevic gagnant. Alors non, 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 en live, j'avais donné Morgan gagnant. Après avoir lu les règles, je suis revenu sur ma décision quant au round numéro 3. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je donnais euh, en live, je voulais pas m'exprimer sur le round 5. Par contre, je donnais le 2, 3, 4 à Morgan. Ce qui faisait que selon moi, ça allait se diriger soit vers un 48, 47, soit un 49, 46 pour Morgan. Après avoir lu les règles, je suis revenu sur ma décision par rapport au round numéro 3. Pour moi, le round numéro 3 va à l'avantage de Vucenic, ce qui laisse toujours le 48-47 pour Morgan, selon mon jugement. Par contre, je comprends amplement que des juges puissent donner le round numéro 5 à Vucenic. Donc pour moi, c'est plus le 5 que le 3 qui pose problème sur base de quand j'ai revu le combat sans le son. Parce que moi, je dis toujours que si quelqu'un veut donner son avis sur un combat, il doit enlever le son parce que les commentateurs vont influencer la façon dont tu perçois les choses. Et la grosse différence du coup entre regarder un combat sans le son sur un écran avec les caméras qui ont toujours le meilleur angle et le juge qui entend les frappes et qui entend les coachs. Tu sais, les coachs, ils font ouais, c'est mon cas, hein. Moi, je gueule à chaque fois que mon combattant touche l'adversaire parce que je sais que ça va jouer sur la perception des juges aussi. Et je pense que ça a une importance aussi de considérer ça quand on donne son avis sur une décision. Et donc, peut-être juste un point avant qu'on commence, parce que je voulais le dire, c'est vrai, en début de podcast, mais je l'ai pas fait. Je trouve ça important qu'on ait cette discussion parce que il y a un grand nombre de personnes qui se sont exprimées sur leur opinion par rapport aux résultats. Et la plupart des gens qui sont exprimés en disant ouais Morgan volé, etc. Et j'ai rien contre eux, c'est juste qu'ils s'exprimaient sans savoir les critères de juge. Et ça, c'est problématique de s'exprimer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça que moi, j'ai fait ma vidéo après avoir lu les règles et pas avant, parce que si je l'avais fait avant, je me serais planté. C'est aussi simple que ça. Mais donc voilà, on peut maintenant on peut se remettre dedans et donc discuter de ce round 3 et de ce round 5 par rapport à ta perception. Est-ce que tu peux me permettre de rajouter quelque chose à ton propos introductif? Je t'en prie. Je suis complètement d'accord avec toi. Beaucoup, beaucoup, et je pense que c'est dû à la passion, s'expriment sans maîtriser. Parce que la liberté d'expression, elle existe et tant mieux. Mais la liberté d'expression, on doit faire avec un usage bienveillant, un usage constructif, un usage qui sert à fédérer, à regrouper, à harmoniser. Si votre liberté d'expression, vous l'utilisez pour pouvoir faire l'inverse de ce que je viens de dire, j'ai envie de dire que voilà, c'est inutile en fait. C'est contre-productif. Parce que vous allez avoir tous ceux qui, même si peut-être étaient acquis à votre cause, vont sentir une sorte de malaise. Comme moi, j'ai ressenti du malaise. J'ai ressenti du malaise. J'ai même ressenti du malaise à l'égard de moi-même quand j'ai mis Cage Warrior 122, braquage à l'ancienne, on file à l'anglaise, on met en cage le Warrior. Tu vois, j'ai même dit, là, tu as succombé à ta passion. Mais en toute modestie, en toute humilité, je sais malgré tout que j'ai du crédit pour certains parce qu'ils savent que je suis juge et je sais de quoi je parle. Et au moins, on va me demander mon opinion. Comme j'adore un mec de Belgique, et je le salue d'ailleurs, il s'appelle Youssouf, mais nous on l'appelle Souyouf Bruxelles. J'adore ce mec-là. Ouais. Je Ouais, il lui est passe un génial. grand bonjour. C'est un Je mec crois qu'il est absolument connecté. génial. Et il est Je archi pense qu'il. positif. Et souvent, il me sollicite pour avoir des opinions ou des avis, tu vois. Et j'avoue que quand il m'a sollicité, j'ai ressenti ce malaise. Donc maintenant, on en vient donc le propos introductif étant donné, on en vient au juge. Je voudrais savoir, et le débat va commencer enfin, après 1 heure et demie, mais c'était tellement bon que je voudrais savoir quels sont les critères sur lesquels le round 3, au final, tu l'accorderais à Vucevic. Alors, moi, comme Partant du je l'ai règlement. dit, par rapport au règlement, oups,
mon téléphone a failli tomber. Alors, donc, je te dis ça de tête, hein, après avoir revu le combat. Moi, le moment clé, selon moi, dans la perception, c'est vers la fin, quand Morgan est en train de lutter à la cage et que Vucinic envoie un coup de coude et Morgan drop sur ses genoux à ce moment-là. J'ai l'impression que la perception des juges à ce moment-là se disent, il est touché, il est sonné, et c'est la frappe la plus définitive du round, dans la perception des juges. Au-delà de ça, euh, pour moi, dans les échanges en pied-point, je vois pas très bien. Non, 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 Au-delà de ça, je voulais vérifier quelque chose. Je voulais vérifier quelque chose, excuse-moi. ah, pas de problème, pas de problème. Je pensais que tu me montrais quelque chose. Non, 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 Au-delà de ça, je trouve je voulais vérifier que dans quelque les chose. Ouais. échanges en pied-point, J'écoute ce que tu me dis. Ouais. dans les échanges en pied-point de ce dont je me souviens, je trouve qu'il y avait un assez bon équilibre. J'ai l'impression que les frappes au corps de Morgan étaient plus percutantes, les frappes au visage de Vucenic avaient légèrement plus d'impact et je pense qu'il a touché légèrement plus dans ce troisième round. Et pour finir, à la lutte à la cage, au final, c'est même si Vucenic était en position défensive, c'est lui qui profitait plus avec des strikes, que ce soit avec des coups d'épaule, avec des avec des frappes ou simplement avec des genoux au corps. C'est lui qui touchait plus et ça avait quand même de l'impact immédiat. Ça n'avait pas des méga dégâts, mais il y avait quand même des petites réactions de coups encaissés chez Morgan qui laissaient percevoir qu'il y avait une efficacité là-dedans. Je te remercie, comment dire, Chris, pour ton analyse et ton explication. Ce que tu viens de dire, c'est ta perception à des moments clés. Mhm. D'accord? Et cette perception à des moments clés, j'en ai tiré une interprétation et cette interprétation m'a mené à dire 19 pour Vucevic. C'est ça. En tant que juge, et quand je forme des juges, ou quand je formais des juges, ou si je continue à former des juges, on procède comme ça. On a une feuille avec, je ne sais pas si on voit bien. Euh, c'est peut-être plus facile si tu expliques. Ok, nous avons un tableau. Dans ce tableau-là, facile, le combattant à gauche, le combattant rouge à gauche, le combattant bleu à droite. Et là-dedans, bien souvent, la majorité des gens ne mettent rien. Pour ma part, moi, je ne mets pas rien. Quand je juge, je fais 3 colonnes. D'accord? Ces Ouais. 3 colonnes, mais je te parle de comment moi je juge. Hein. Je t'explique pourquoi je fais ça. Je mets une colonne pour le striking efficient, une colonne pour le grappling efficient et une colonne pour le sol efficient. Ce qui n'a pas de sens par rapport au règlement, puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le sol ne vient pas. Le grappling efficient, c'est debout, takedown et sol. Donc ça n'a pas de sens par rapport au comment dire. Et là-dessus, ensuite, je m'appuie sur ce qu'on appelle des time codes. C'est-à-dire que je vois une action, hop, elle me frappe, j'écris sur ma feuille, time code. Donc alors attention parce que au moment présent, quand tu juges, c'est 1 minute, 3 minutes, mais à la vidéo, c'est à l'inverse, c'est 5 minutes, c'est un Hmm. minuteur. C'est à Ce n'est pas rebours. un Hmm. chronomètre, c'est un minuteur. Donc des fois, donc, du coup, j'ai appris à mettre des time codes à l'envers. Parce qu'au début, tu Ouais. les mets dans le sens chronologique. Première minute du combat, deuxième minute du combat, troisième minute du combat. Mais comme à la vidéo, finalement, c'est en minuteur, c'est-à-dire il reste Mhm. 4 minutes, il reste 3 minutes. Donc du coup, le time code, je le mets à l'envers maintenant. Ouais. Mais Cinq je mets des minutes time moins de codes. texte. Voilà, je mets des time codes. Parce que sinon, je vais avoir une perception comme quelque chose que j'ai appris en poésie. C'est-à-dire que j'ai lu ma poésie, j'ai appris 3 versets, mais manque de peau, il m'en reste encore un paragraphe. Et j'ai vaguement l'idée de ce que c'est. Je me rappelle des mots, mais je ne me rappelle pas de la phrase exacte. Alors que quand tu juges, quand tu mets des time codes, tu mets tout de suite ce qui s'est passé. Mhm. Et donc, en faisant ça, par exemple, je sais que à 4 minutes 40, en striking, il s'est passé ça. En lutte, il s'est passé ça à tel code. De la part de Charrière, de la part de Vucevic, en tel code, time code, il s'est passé ci, il s'est tapé ça. Des choses qui m'ont marqué toujours par rapport aux critères striking, grappling. OK? Mhm. Et donc, pourquoi moi j'ai mis comment dire, le round 3 à Morgan? Parce que en termes de striking, c'était équivalent. Tu vois, il a eu autant d'impact
que ce soit dans un sens ou de l'autre, en termes de vouloir faire des dégâts, en termes de vouloir dominer, en termes de vouloir durer. La durée, elle était un peu kiff-kiff en termes de striking. Mhm. Tu vois, c'était un peu kiff-kiff. En termes de grappling, c'est pas la même chose. En termes de grappling, n'oublions pas que le grappling, ce n'est pas seulement faire des takedowns. Le grappling, c'est aussi, comme je l'ai dit, l'immédiateté de la chose. Alors, on ne va pas tomber du tout dans le cage control, dans le contrôle au dos à la cage. À Parce la que là, cage, ouais. on tomberait dans justement la confusion qu'on ne veut pas. Mais par contre, on s'aperçoit que Vucevic, il n'a rien fait en termes de grappling. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Tu vas me dire, Mhm. mais si, il a défendu. Ah, intéressant. Il a, On s'en fout de la il a, défense. il a. Non, non, c'est ça. On s'en fout de la défense. Merci, Chris. Oui, son grappling était efficient en termes de défense. Critères de jugement, offensive. Logique, offensive. Je ne tombe pas dans la confusion de dire oui, il a mis le mec dos à la cage, donc c'est lui qui a. Non, 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 non. Mais qui a dicté le grappling? Qui a dicté à un moment donné le grappling? Et j'ai envie de te dire, qui même à un moment donné, en l'occurrence à 24 secondes de la fin du round, a mis une ceinture. Un slam, ouais, et Et suivi qui d'un a suivi? semi-slam. Attention, Ouais. attention. Et qui a suivi? Avec quoi? Avec un truck et des frappes. Vucevic fait scramble et se remonte. Mais dans la notion, qu'est-ce que critère de jugement? Je fais tomber, je continue l'action, je veux mettre KO. Interprétation, à 24 secondes, à 24 secondes, il fait tomber par un body lock, il fait un truck, il fait du ground and pound. L'autre scramble. Mais il avait envie de terminer. Est-ce que Vucevic a ça? Non. Striking, kiff-kiff. Qui a dicté le grappling? Morgan Charrière. Maintenant, je me dis, tiens, peut-être que je suis dans le vent. Je vais me référer à ce que les juges numéro 2, les juges numéro 2, pardon, les juges ont mis au round au numéro 2. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Les trois ont donné le round à Morgan Charrière. Bizarre. Dites-moi, il n'y a pas eu un takedown comment dire, au numéro 2, Vucevic, il n'a pas mis un takedown? Il n'a pas été Si, au si. niveau du striking, il n'a pas Mhm. été pareil qu'au numéro 3. Il a été pareil qu'au numéro 3. En termes de débit, en termes de domination, en termes de durée, en termes de damage, c'était pareil. C'était kiff-kiff. Il n'y a pas de différence entre le round 2 et le round 3. C'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas ma perception. C'est pas vrai, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je n'ai pas cette impression. Mais pire que ça, Vucevic met le takedown. Donc on pourrait se dire qu'il a eu quand même un grappling qui était avantageux. Et c'est Morgan qui remporte le combat. Donc comment tu fais? Comment tu fais? Alors là, je vais citer nos amis John Hand et David Letabi. David Letabi, John Hand, comment vous faites pour donner le round 2 à Morgan et le round 3, alors que Morgan a montré son grappling, vous le donnez à Vucevic? Expliquez-moi la logique par rapport au règlement. Ouais, mais en termes de striking, en termes de striking, c'est la même chose. Il a bourré, Morgan, il a bourré, il a frappé fort et il l'a collé contre la cage. Donc, ne me dites pas qu'il y a eu un début de striking extraordinaire. Limite, il y en a eu plus au deuxième round. Donc, pour moi, je mets 10, 9 pour Morgan, pour les critères que je viens de te dire. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, Chakris. Ah ouais. Je t'explique juste pourquoi. Parce que si tu donnes le round 2 à Morgan, alors que finalement, il y a eu le même débit, enfin, les mêmes 3D, comment dire, parce que c'est kiff-kiff. Donc, comme c'est kiff-kiff, on va chercher C'est les ça, ouais. 3D. T'as capté ou pas? Comme c'est Ouais. kiff-kiff, on va chercher les 3D. Il y a le même 3D dans le round 2, dans le round 3 pour Vucevic. Mais en plus, il se fait dominer en grappling. Il défend, je ne dis pas le contraire. Mais qui attaque? Qui fait tomber? Qui suit le takedown? Comment tu fais pour donner 19? Voilà, Chakris. Et après, je vais te faire une confession. Le cinquième, je le donne à Vucevic. Ok. Moi, je donne 2, 3, 4. À Morgan et un 5 à Vicinic. Et pourtant, j'aurais été tenté de mettre 19 à Morgan. Parce qu'il y a quelque chose dans lequel j'ai failli tomber. Et c'est un argument qu'il faut que je te donne. Et c'est pour ça que je le donne malgré tout,
Mais ceux qui mettent 19, je suis d'accord aussi avec eux. Moi, je t'explique ce que moi j'ai dans ma fiche de notation. Mais je comprends tout Mm. à fait ceux qui ont mis 19. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué qu'il faut que j'évoque avec toi. Et tu l'as déjà évoqué un peu dans ta vidéo. Il y a ce qu'on appelle le ratio entre les frappes délivrées et les frappes destructrices. Dans Ouais. le round 5, pardonnez-moi, mais c'est une démonstration d'esquive défensive. Ça n'a pas d'importance dans le critère de jugement, puisqu'on a dit qu'on montrait ce qui était à l'attaque. D'accord? Alors, ceux qui disent que les frappes à la tête sont plus valorisées, c'est faux. Hein. Je ne sais pas qui est-ce qui a écrit ça, mais c'est faux. Je suis désolé, Baba Alou, mais les frappes à la tête ne sont pas plus valorisées. Non, c'est toutes les frappes qui font un gros middle dans le corps ou un gros low kick ou un gros coup de genou dans l'abdomen, etc., sera autant valorisé qu'un jab qui fait reculer la tête ou un crochet qui fait tourner la tête. Hein. Ne m'en veux pas, Baba Loops, mais je ne sais pas qui. Peut-être qu'on t'a appris ça. Mais en tout cas, par rapport à ce que moi j'ai appris ou qu'on m'a appris ou par rapport à la formation que j'ai eue, les frappes à la tête ne sont pas plus valorisées. C'est pas genre tu vas à la tête, c'est le rouge de la fléchette. C'est le rouge de la fléchette et plus tu pars et moins c'est valorisé. Ça marche pas comme ça. Hein. Donc j'en reviens. Et donc par rapport aux frappes qui est délivrées, et tu en avais déjà parlé, Chris, dans ta vidéo, les frappes qui ont été Mhm. délivrées et les frappes effectives. Regarde, re-regarde encore le round 5. Et tu vas voir combien de frappes ont été données de la part et combien de frappes, oui, peut-être plus destructeurs, ça c'est toi qui le dis. Un gros middle dans la côte quand il te casse les côtes, c'est aussi destructeur. Voilà, je réponds à, comment dire, En en même live. temps, ouais, en live. Donc, je te disais, et donc, re-regarde le round 5, s'il te plaît. Tu vas voir que peut-être qu'il y a une centaine de coups. Allez, j'exagère, tu vois, parce que c'est mon côté français qui exagère. Mais peu atterrissent. Mais peu atterrissent. Alors que Morgan, regarde, il y va à l'économie à tel point que son coin lui demande même d'accélérer, tu vois. Mais par contre, il touche. Je te laisse regarder le round 5. Donc, ceux qui ont mis 19 à Morgan le round 5, je suis même d'accord avec eux quelque part. Mais c'est pas ce que j'ai mis parce que je connais un peu plus le sens, en tout cas par rapport à ce que j'interprète du règlement, je vois le round Abusevic. Mais pourquoi? Mais pour moi, 2, 3 et 4 sont à Morgan. Voilà, cher Chris. Ok. Je pense qu'au final, c'est un peu ce qu'on pouvait dire, c'est que ça reste un combat serré parce qu'il y a beaucoup de rounds serrés. En tout cas, il y en a trois qui sont serrés, même si un des trois faisait l'unanimité chez les juges. Euh, voilà. Donc, clairement, d'autres juges auraient noté le combat. On aurait peut-être eu une victoire unanime pour Morgan. Et c'est un peu ça aussi la tristesse, c'est que de temps en temps, un combat qui va à la décision, ça repose dans les mains de trois personnes qui ont une certaine perception du combat. Et quand c'est vraiment serré, voilà, il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Quand c'est vraiment serré, comme tu l'as déjà expliqué, et avec plaisir, Babalou, et je te remercie, c'est alors que viennent maintenant les deuxième et troisième. Mais c'est très rare qu'on les. Je vous dis honnêtement, un juge utilise très peu ça. Il utilise très peu l'agressivité et très peu mais vraiment très peu. Pour vous dire honnêtement, même quasi jamais en vrai. Quasi Ouais. jamais même. En vrai de vrai, quasi jamais. On, Et ça, on- c'est vraiment très, très intéressant à savoir. Franchement, ça change beaucoup à la façon d'appréhender ou d'aborder plutôt, d'aborder un combat, que ce soit stratégiquement pour un coach ou pour un combattant, tout simplement. Le mindset avec lequel les combattants francophones doivent rentrer dans une cage doit changer par rapport à cette discussion qu'on vient d'avoir. Parce que pour moi, ça change énormément et c'est tellement important. Et on le voit pour Morgan. Je suis assez persuadé, malheureusement, que Morgan et son coin étaient dans le même état d'esprit que moi avant le combat, c'est-à-dire avec une mauvaise compréhension de comment un combat était jugé. Et c'est triste parce que je dis pas que ça aurait changé quoi que ce soit, mais il est probable que, en tout cas, j'en ai parlé avec Brian Boulan, le combat qu'il a perdu contre Chris Mia, donc son avant-dernier combat, il a perdu contre Chris Mia. On se rend compte que si on connaissait les critères de jugement, on aurait abordé le troisième round de manière différente et on aurait fort probablement remporté ce combat.
Donc ça change parce que ça veut dire que juste comprendre comment un juge voit un combat peut changer la stratégie et peut changer finalement un résultat parce que je suis assez persuadé que ouais, qu'on aura abordé différemment le troisième round avec Brian et qu'on serait peut-être sur sur une ceinture actuellement quoi. Ça change une vie au final. Ce que tu dis, c'est incontournable. C'est vraiment le règlement fixe les notions d'apprentissage, les logiques Mhm. d'apprentissage. Parce que le règlement est fait de telle manière, alors maintenant je favorise mon apprentissage dans telle direction. Et j'utilise les stratégies de telle chose. Et j'organise mes acquisitions techniques et technico-tactiques par rapport au règlement. Ce que tu dis, c'est incontournable, c'est formidable. Je C'est vais ça, c'est clairement le mot que j'avais utilisé. Non, indispensable. Moi, j'avais dit indispensable pour les combattants et les coachs de comprendre tout ça. indispensable. Pour moi, à mon sens, et tu sais, nous, on a un cadre technique national qui est un agent de l'État et qui se charge du MMA. Et il dit carrément, le code sportif, c'est la Bible du MMA. C'est la Bible, c'est la parole de l'évangile du MMA. Tu ne peux pas aujourd'hui te permettre d'entraîner parce que tu vas apprendre quoi? Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu apprennes à gagner, à performer. Si tu apprends pour faire comme nous, par exemple, peut-être des initiations, des animations ou des acquisitions techniques pour des loisirs, il n'y a pas de problème. Mais si tu amènes quelqu'un au combat, tu dois être familiarisé avec l'esprit du règlement, avec les critères de jugement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on en a évoqué quelques-unes. Et je vais te faire maintenant une petite confidence. J'étais souvent juge-arbitre, comme souvent on le sait, et ensuite, je n'ai plus voulu arbitrer pendant un moment pour me consacrer à mes combattants. Donc Cosmine qui est là et qui nous salue, j'en profite pour te saluer, Cosmine. Euh, et, et je me suis consacré, mais souvent, j'ai influencé l'arbitre. Souvent, j'ai influencé l'arbitre quand j'étais dans le coin, en disant, ne t'inquiète pas, parce que en MMA, il y a des subtilités qui n'existent pas en pancrace, et en pancrace, il y a des subtilités qui n'existent pas. Mais souvent, grâce au fait que je connaissais le règlement, j'influençais l'arbitre. Je te donne un exemple. Ne t'inquiète pas, il y a trop de passivité, ça va remonter debout. Souvent, je prenais l'arbitre au contre-pied. En disant ça, je mettais une pression sur l'arbitre. Et souvent, l'arbitre, pour montrer que c'était lui le patron, faisait l'inverse en disant bah, je vais laisser le combat au sol. Ce qui m'intéressait. Mhm. Ou à l'inverse, à l'inverse, en disant reste là, tranquille, prends ton temps. On a le temps, on a le temps. Parce qu'en fait, j'ai envie que l'autre puisse remonter mon athlète. Et comme on dit, ouais, on a le temps, tout ça, l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le truc à contre-pied. Et c'est parce que je savais comment réfléchir un arbitre et parce que comment réfléchissent des juges que j'ai utilisé ça pour que dans ma carrière de coach, j'ai été meilleur. Et pour moi, à mon sens, en tout cas, moi, j'enseigne toutes les disciplines que j'enseigne. Je les ai pratiquées en compétition, même si j'ai été mauvais et que j'ai jamais rien gagné de ma vie. J'ai passé le diplôme d'enseignant et j'ai placé le diplôme de juge-arbitre. Tout ce que j'enseigne, dans le grappling, dans le pancrace, dans le muay thai, dans le kick, dans le MMA, tout ce que j'enseigne, j'ai cette formation. Le jiu-jitsu brésilien, je ne l'enseignerai jamais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas passé je ne me sens pas de passer, comment dire, déjà black belt. Parce que Mhm. j'ai pas envie d'avoir une cible dans le dos avec tous ceux qui font la course. Et puis après, lorsqu'ils vont me mettre des questions, vu mon grand âge, et ils vont me mettre sur les réseaux, j'assume pas. Shadow, il est nul, Juji, j'assume pas, donc je ne veux pas passer black belt. Et parce que je ne me sens pas de l'enseigner, je n'ai pas le diplôme d'enseignant et je n'ai pas le diplôme de juge-arbitre, donc je ne l'enseigne pas. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, de me suivre mon exemple. Mais ce que je dis, c'est que apprendre le règlement est une vraie plus-value, est une grande Mhm. plus-value. Voilà, cher 22h00. Eh ben, on est 100% d'accord et je pense que c'est une bonne manière de clôturer le podcast. On a tapé 1h40, donc je suis désolé. Je sais que j'avais dit aux gens que on allait faire une partie questions, mais on va garder ça pour le lundi prochain éventuellement, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question. Senshi, je serai bel et bien dans le DF Fight Time la semaine prochaine, lundi.
avec Donovan aussi. Donc, on se retrouve dans 6 jours en fait. Et donc, s'il y a des questions supplémentaires, il faut pas hésiter à les poser. Ou bien, de toute façon, je pense que autant toi que moi, on est disponible sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages s'il y a des questions supplémentaires. Et la dernière question, oui, la rediff sera disponible sur YouTube. Je vais essayer de mettre ça en ligne demain. Si c'est pas fait demain, ce sera pour après-demain. Je tiens vraiment à te remercier de tout cœur. Franchement, c'était un moment que j'attendais parce que dans notre milieu, beaucoup sont ceux qui marchent avec l'ego trip. Tu vois, c'est l'orgueil du champion, du compétiteur. Mais toi, comment dire, tu as cette position, cette intelligence de pouvoir écouter les arguments, de les digérer et aussi avec intelligence de pouvoir les contredire avec un vrai argumentaire et de faire une antithèse construite. Bah, merci. Écoute, j'ai beaucoup appris ce soir, donc un tout grand merci à toi d'avoir pris ton temps pour nous éclairer encore plus sur le mindset des juges. Ça ajoute de l'information qui est primordiale pour la suite de nos carrières. Voilà. Merci beaucoup, Chris. Merci à tous de nous avoir suivis en live et à très bientôt, à lundi prochain sur le Fight Time. Ciao.